Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Fight! Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudouin en compagnie du Predator, Patrick Côté. Comment vas-tu mon ami? Très bien. Excellent. Passe des belles vacances. Oui, un beau petit week-end à Ben oui. Vancouver. Ceux qui me suivent sur les médias sociaux l'ont peut-être vu. J'étais sur place. Pas pour le gala au complet, là. J'ai eu des petits contretemps. Je suis arrivé un petit peu en retard, fait que je vais me fier sur lui pour me dire qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers combats, mais j'étais là pour la carte principale. Très beau moment. Et Vancouver a été gâté. Et la foule là-bas était vraiment incroyable. Hein. Cowboy Cerrone, là, je lui en avais parlé d'ailleurs, très apprécié au Canada, s'est battu souvent chez nous. Et même s'il a perdu, mais tu sais, les partisans là-bas, beaucoup de gens avec leur chapeau de cowboy et puis criaient pour Cerrone. Mais puis c'était pas contre Justin Gaethje. Je pense que les gens aussi étaient très connaisseurs. Cette foule-là, c'était des gens qui étaient là pour voir des combats, savaient ce qui se passait, réagissaient au bon moment, même quand ça allait au sol. Souvent, quand au sol, c'est un peu plus difficile. Là. Puis Cerrone aime ça se battre au Canada. Il était Ouais. vaincu en 4 combats. Là. Évidemment, ça s'est pas passé de la même façon, mais il aime ça venir au Canada. Puis le monde le savent qu'il était invaincu au Canada. Donc, il est même venu se promener au début de la carte principale. Il est venu se promener dans la foule. Et, il s'est promené dans la foule. Il y avait un gros. La caméra était sur lui. Il était avec son habit, avec une espèce de foulard Ouais, rouge. c'est là. ça, j'ai vu ça. Il était Un peu louche, un peu déguisé. Là, ouais. C'est ça, mais il est allé se promener. Puis direct quand la carte principale a commencé, il était là, dans la foule, après un bain de foule. Salut tout le monde. Il n'était pas stressé. Non. Ouais, effectivement, mais ça n'a pas tourné en sa faveur cette fois-ci. Mais c'est un bon gagnant, mais c'est aussi un bon perdant. Il semblait être très heureux pour son compère Justin Gaethje qui lui a passé le KO. On va revenir sur cette carte de l'UFC Vancouver. C'est passé plein de choses intéressantes sur cette carte-là. On va parler du gala de la semaine prochaine à Mexico. Bref, tout ça dans cet épisode de Dans la cage. D'ailleurs, j'ai un petit flash. Là. Si un jour on renomme le podcast, on pourrait appeler ça la cravate péruvienne. Ça ferait un bon nom de balado, je pense, la cravate péruvienne. Ben oui, il faudrait l'expliquer à toutes les fois, par exemple. Faudrait l'expliquer à toutes les fois. C'est assez rare. On va en parler de la fameuse cravate péruvienne dans les prochaines secondes parce que mon ami Pat Côté, quand on vous dit qu'il connaît ses affaires, je pense qu'il a passé pour un génie. Passé pour un génie en fin de semaine. Il va vous expliquer qu'est-ce qu'est la cravate péruvienne. Il va nous expliquer ça. On va le prendre quand ça passe. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que, en tout cas, tu passes jamais pour un... Tu passes jamais pour un fou, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Il y a des soumissions qui arrivent tellement pas souvent que de connaître tous les termes techniques et de savoir les reconnaître, c'est impressionnant. Donc, chapeau. Chapeau, mon ami. UFC Vancouver, on vous le disait d'entrée de jeu, Cowboy Cerrone qui a perdu. Première défaite en 5 combats au Canada. Mais Justin Gaethje, on va se le dire, il va là pour donner des shows. La plupart, ça se finit jamais. Il se rend jamais à la carte des juges. Il y a 2 défaites en carrière, les 2 par KO, mais il y a plusieurs KO. Et là, encore une fois, passe le KO au premier round à Cowboy Cerrone. Justin Gaethje, on va se le dire, là, il s'en va vers le sommet. Ben, c'est sûr. Écoute, c'était son 18e KO en 21 victoires, si je ne me trompe pas, mais c'était surtout son 8e boni de performance en 7 combats. Fait que fais les calculs, là, ça arrive pas. C'est parce qu'il y a une fois qu'il y a eu deux bonnies le même soir, il y a eu 100 000. Et c'est en 7 combats dans l'UFC. Tous ces combats dans l'UFC, il a reçu un bonus. Donc, je peux vous montrer que ça, c'est une acquisition incroyable pour l'UFC. C'est sûr que son style de combat, là, il n'a pas reçu beaucoup de coups, là, mais d'habitude, dans les combats, il en reçoit beaucoup. Son style de combat peut abréger sa carrière assez rapidement parce que son menton a été testé plus d'une fois. Et il s'est fait ébranler plus d'une fois. Il a été capable de battre ses adversaires à l'usure parce qu'il est tellement tough. Il prend tout ce qu'on lui donne, puis il continue d'avancer. Et à l'usure, ses adversaires se découragent. Ils deviennent fatigués, puis il finit par lui passer le knockout. Sauf que là, les 2 combattants se connaissaient super bien. Les 2 combattants se sont déjà entraînés ensemble, Gaethje et Cerrone. Et j'avais peur un peu pour Cerrone, puis avec raison, là, on a vu le résultat. Mais
c'est un combattant comme ça qui veut aller à la guerre, qui va toujours vers l'avant, qui est prêt à prendre un coup, qui est prêt à souffrir devant Cerrone et il veut pas faire de combat technique du tout. Il veut pas prouver à son adversaire qui est plus technique que lui. Lui, il rentre dedans et il veut te faire un brawl. C'était pas un bon style pour Cerrone. Puis on l'a vu qu'est-ce qui est arrivé. Ouais, et c'est ça. Gaethje, c'est le style. Puis je sais pas, j'ai parlé de Marc-André Barriault déjà. Je sais pas si c'est à la balado-diffusion, mais pour faire un parallèle, tu sais, Marc-André, dans sa carrière à TKO, je trouve que il a connu du succès quand il se mettait en danger, quand il rentrait dans des guerres comme ça, prêt à manger des coups pour être capable de donner des coups à son adversaire. Au niveau technique, il ne sera pas capable nécessairement de rivaliser avec l'élite mondiale, simplement au niveau technique. Et je trouve que c'est un peu la même chose peut-être avec Gaethje, qui lui non plus n'a pas peur de prendre des coups, de rentrer dans des guerres. Et lui, ça lui sert très bien, ce style-là. Puis à chaque combat, tu le sais, qu'est-ce qui va arriver. Tu le sais qu'il va. Il ne faut pas oublier que Gaethje, c'est tout un lutteur quand même. Ouais. C'est un gars qui vient de la lutte. Il va jamais au sol. Il va jamais au sol, mais il ne faut pas oublier, c'est vraiment un excellent lutteur. Il a des coups de pied dans les jambes vraiment puissants. On l'a vu, là, les 4-5 coups de pied qu'il a donné dans la jambe à Cerrone, il n'a pas aimé ça. Sérieusement, il y en a un qui avait vraiment mal. On l'a vu un peu, Cerrone boiter après un coup de pied. Il est pesant. Tous les coups qu'il lance, c'est pour faire mal. Puis ça fait mal. Puis là, on l'a vu, la combinaison qu'il a fait dans un échange coup pour coup à courte distance. C'est sûr que si on rentrait dans un combat comme ça, c'était avantage à Gaethje. C'est son style. Il a fait ça pendant toute sa carrière. Et à toutes les fois, on pensait que ça allait se terminer. Et non, il revient toujours parce qu'il s'est fait ébranler. Les deux combats qu'il a perdus là, à l'UFC, c'était contre Alvarez puis contre Poirier. Il les avait brassés pas mal avant. Je ne sais pas si tu te souviens, Alvarez, il a fini avec une joue grosse comme ça. Et Dustin Poirier avait les jambes grosses. Ses jambes avaient doublé de grosseur ou à peu près. C'est pour ça qu'il faut lever notre chapeau à Alvarez et Poirier. C'est incroyable ce qu'ils ont été capables d'accomplir là-dedans. Mais Gaethje a été capable de se relever. Et là, ça, c'est une grosse victoire pour Justin Gaethje. Puis là, le futur, écoute, il n'y a plus grand monde devant lui. Il y a McGregor, Ferguson puis Habib. Et là, il l'a dit assez clairement. Lorsque non, c'est Daniel Cormier qui faisait les entrevues lorsqu'on lui a demandé qui il voulait affronter entre un Russe ou un Irlandais. Il a dit l'Irlandais, il est à retraite. Moi, je veux le gagnant de Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson. Donc, lui, c'est assez clair que son choix, c'est le champion. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui auraient dit McGregor quand même, juste pour le chèque. Parce que des fois, le chèque de paye qui vient avec un combat contre McGregor, ça vaut peut-être plus qu'une ceinture. Il s'en fout de l'argent. Parce qu'après, il a sacré à la télé. Il a dit, il a sacré. Parce que là, Cormier, il a dit... fais attention à ton langage. Je dis, hey, m'en fous, donnez-moi une amende. M'en torche. Pour vrai, m'en fous. Là. Find me, whatever. Fait que, tu sais, lui, il s'en fout un peu. C'est sûr, personne ne se fout de l'argent. Mais lui, il veut être champion du monde. Il veut se battre. Il s'en va à une place. Exactement. Puis je pense que le prestige de se battre contre McGregor a beaucoup diminué aussi. Dans la dernière année, avec tout ce qui s'est passé, c'est sûr que quand il va revenir, McGregor, s'il revient, il va attirer des millions et des millions. Il va attirer beaucoup de fans. Tout le monde va vouloir regarder ça. Mais si je me place dans la peau d'un combattant aujourd'hui, le prestige ou l'importance de se battre contre McGregor est beaucoup moins grand maintenant. On dirait qu'il a perdu son étoile un peu. Parce que ça fait longtemps qu'il est parti, puis tout ce qu'il a fait à l'extérieur. Il revient d'une défaite, et puis bon. Exactement, puis une défaite humiliante. Il s'est fait démonter. On s'entend. C'est sûr que lui, s'il choisit entre les deux, il va aller chercher Nurmagomedov. Puis on s'entend, Nurmagomedov vient de faire 6 millions. 6 millions à son dernier combat. C'est payant aussi. C'est payant aussi. Là. Puis Gaethje, il s'en va pas là pour faire 100 000. Là. Non, on s'entend. Là. Non, il est rendu qu'il peut commander un salaire très intéressant. Encore une fois, Habib, il faut qu'il passe à travers Ferguson, qui, ce combat-là, n'a pas été annoncé encore. Là, on est dans la spéculation, ça, c'est sûr. Deux choses à retenir, non seulement de la belle performance de Justin Gaethje, de ce superbe KO dès le premier round, il faut le rappeler. La réaction de l'arbitre Jaron Vallel a été... c'était pas digne d'un arbitre de l'UFC, selon moi. Tellement indécis. C'est ça le problème. Tellement indécis. Ouais. Ce qui s'est passé, un coup de poing de Gaethje, Cerrone s'est retrouvé sur les genoux, complètement ébranlé. Vallel s'est approché, est venu pour s'interposer. Là, évidemment, Gaethje ne savait plus quoi faire. A donné un autre coup de poing
Et là, faut pas oublier, Cowboy ces deux-là se connaissent super bien. Gagey ne veut pas donner de coups supplémentaires inutiles aussi. J'y arrive. Et là, Cerrone se protège plus vraiment. Là, Velel, encore une fois, s'avance pour s'interposer, mais n'arrête pas le combat. Et là, t'as Gagey qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui dit sa façon de penser à l'officiel, qui donne un autre coup de poing à Cerrone pour faire réagir l'arbitre. Finalement, Velel dit, OK, c'est terminé. Et là, c'est là que je pense qu'il a sacré Gagey en disant à l'arbitre, fais ta job. Il a sacré là aussi, en entrevue aussi, mais t'as raison. Fais ta job. À cause de toi, à cause de ton incompétence, ce gars-là, qui est mon ami, que je respecte énormément, a pris 3-4 coups de poing de trop, alors que tu aurais dû arrêter ça dès le départ. Et après, Gagey était émotif en disant, je respecte ce gars-là, je veux jamais me rebattre contre lui. Je respecte ce gars-là, puis le frapper, ça me fait pas plaisir. Là, non, puis c'est de la business, mais je vais faire 2 parenthèses. Quand tu es un arbitre en arts martiaux mixtes, c'est sûr que tu ne gagneras jamais. Okay? Si on ne te voit pas dans un combat, c'est parce que tu étais vraiment un bon arbitre. Okay? Deuxièmement, il faut que tu prennes une décision. Tu peux pas. Tu y vas ou tu restes loin parce que là, il est rentré dans le champ de vision de Gagey. Là, il s'en vient. Puis là, Gagey, OK, il va arrêter. Non, il se reste. Ben là, OK. Tu peux pas. Arrête, tu peux pas hésiter comme ça. C'est soit tu y vas puis tu vis avec les conséquences, ou tu restes loin puis tu vis avec les conséquences aussi. Mais tu peux pas rentrer puis mettre un doute dans un combattant qui est dans un élan, mettre un doute dans la tête d'un combattant qui est sur un élan, puis à cause de toi, peut-être que Cerrone a été capable de se relever puis le combat aurait continué. On ne sait pas, là, mais je veux dire, il faut que tu prennes une décision. C'est pas la première fois que Velel fait ça. Moi, il m'a déjà arbitré, j'ai rien à dire sur qu'est-ce qui est arrivé. Mais je veux dire, c'est pas la première fois qu'on le voit qu'il est pas à l'aise à intervenir sur le premier coup. Il est pas à l'aise à intervenir quand c'est le temps. Parce qu'il veut pas. Il a peur de faire une erreur. C'est ça, il a peur de faire une erreur, il semble pas assumer son jugement. C'est ça. Je vais prendre un exemple avec Yves Lavigne. Yves Lavigne a fait 2 grosses erreurs dans sa carrière. Dont une sur une guillotine, ça fait quand même longtemps de ça, OK? Puis Yves Lavigne, il a arrêté le combat, puis il a bien vu que l'autre qui était en dessous, il était pas out. Lui, il pensait qu'il était out. Il s'est relevé, il s'est excusé tout de suite, puis il n'arrêtait pas de s'excuser aux combattants. Puis en étant combattant, là, tu sais que le job d'un arbitre, c'est pas facile. Là. Puis il n'en a pas voulu, je pense que c'était Mike Wyman face à Joe Lauzon, ou quelque chose écoute, j'en sais ça comme ça, mais juste te dire comment ça fait longtemps. Là. Ouais. Mais il s'est relevé, il a pris responsabilité de ses actes. Écoute, this way it is. Moi, je pensais que c'était la bonne chose à faire. Je ne l'ai pas faite. Moi, vivre avec les conséquences. Mais au moins, il n'y a personne qui se soit fait mal là-dedans. Il n'y a personne qui a reçu des coups de trop. Et c'était clair pour les 2 gars que le combat était arrêté à ce moment-là. Ça ne fait pas plaisir à un ni à l'autre, probablement. Mais le combat est arrêté, l'arbitre a pris la décision, c'est ça. C'est un peu la même chose que Robbie Lawler avec Ben Askren il y a quelques mois. Mm-hmm. Je pense que c'était Herb Dean. Lawler, finalement, n'était pas out du tout. Même chose. Dean s'est excusé à Lawler. Puis Lawler, il a donné une tape. Il a dit, regarde, c'est parfait. Ça arrive. Mais au moins, tu as pris une décision. Et je pense que les combattants et les fans aussi qui vont regarder ça vont respecter plus un gars qui fait une erreur puis qui assume les conséquences de ses actes qu'un gars qui rentre puis qui... En plus, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'un gars qui rentre puis qui n'est pas sûr puis que là, peut-être... En tout cas, je trouve ça vraiment particulier. Je pense que le problème des arbitres aussi, c'est peut-être influencé par le nom qui vont arbitrer. C'est important de savoir qui tu vas arbitrer. C'est important de savoir si c'est une guerre debout, puis il se protège, puis le gars il est super tough. Tu sais qu'il est tough, puis il a fait des guerres comme ça. Mais c'est important aussi de ne pas se faire influencer par « Ah non, c'est Cowboy Cerrone, je peux pas arrêter le combat. » Tu peux pas penser de même. Là. Je dis, tu as une job à faire, ta job, c'est d'arrêter le combat avant qu'il y ait des coups de trop. Donc, il aurait dû, selon toi, l'arrêter dès que Cowboy avait le genou au sol? Ben, je vais te dire oui. Pour quelle raison? Cowboy est tombé au sol comme ça. OK? Des 2 bras en arrière, la tête au plancher. Il se défendait plus intelligemment. Il était ses genoux. C'est ça, il a repris ses esprits. Il a repris ses esprits quand le combat était arrêté. Ouais. Quand il a arrêté de frapper, il a fait ça, il a levé ses mains, puis là, il a vu que c'était l'arbitre, puis il était... Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il a pris ses esprits. Avant ça, il n'était pas là. Il se défendait pas intelligemment. Non. Il avait les 2 bras à terre comme ça. C'est là. Quand un combattant se défend peu intelligemment, c'est là que tu dois intervenir. C'est ça. Je pense qu'au départ, il pensait... Mais c'est la réaction de... Ça arrive souvent là, que les combattants se disent pourquoi t'as arrêté le combat? J'aurais pu continuer sur le coup. Mais je pense que
en le revisionnant, puis en revivant tout ça, je pense qu'il se rend compte que c'était Non, vraiment la bonne chose Oui, d'arrêter le combat. 100%. Et puis, c'est ça. Puis Cowboy a été aussi bon joueur. Il est allé féliciter Gagey. J'ai beaucoup aimé la réaction aussi de l'entraîneur de Gagey. J'oublie son nom, mais qui est allé tout de suite mettre de la glace sur le... avant d'aller voir son propre gars, il est allé voir Cowboy, il est allé mettre de la glace sur sa tête. Ouais, parce qu'ils se connaissent. Ils ont déjà mis les gants ensemble. Ils ont déjà mis... Cowboy a déjà fait des pads avec lui. Donc, tu sais, pour vous dire que c'est un petit monde, là, et je pense que dans ce combat-là, c'était le fun de voir le respect quand même qui existait entre ces deux gars-là, malgré la façon dont ça s'est terminé. Oui, parce que c'est pas la décision. C'est pas la décision d'arrêter le combat qui était le problème. C'est le timing. Ouais. C'est juste ça. Ah, c'est ça, exact. C'est Trevor Whitman. Trevor Whitman. Ça, Ouais. je l'avais, là. Mais... Autre chose, peut-être mentionner que Cowboy Cerrone, je pense pas que cette défaite-là lui fait mal. C'est sûr, mais je pense qu'il demeure quand même un top 5 Ben, 100%, mais de toute à façon... 155 livres. Tu as vu ce qu'il a dit après le combat? Il dit, moi, je vais me rendre à 50 combats dans l'UFC. Il est rendu à 33. Je pense pas qu'il est proche. Il est proche de vouloir s'en aller. Ah non, on peut compter sur lui. C'est sûr que là, après 2 défaites consécutives, ça va être de revoir un petit peu Ben, c'est un autre petit pas de recul là, de lui dans sa quête d'aller chercher une ceinture. C'est surtout deux corps. C'est sûr que contre Ferguson, il s'est pas fait knocker. Une malchance, ouais. Mais il s'est fait dominer. Ah, ouais. On s'entend. Oui, c'est sûr. Le combat il aurait pu prendre plus de dommages encore si le combat avait continué contre Ferguson. Donc voilà pour ce combat principal. En demi-finale, Glover Teixeira, le bon vieux Glover Teixeira qui a vaincu Nikita Krylov par décision unanime. Pas grand-chose à dire de ce combat-là, sinon que Teixeira, à son âge, est capable de grinder en bon français, d'aller chercher une décision âprement disputée. C'était serré. Les deux gars ont eu leur moment. Au sol, Krylov a peut-être des petites croûtes à manger, là, mais... Oui, puis c'est surprenant quand même, mais c'est le vieux loup. Hein. C'est l'expérience qui a gagné ce combat-là. Et je parle pas d'expérience de combat, parce que les deux ont quasiment le même nombre de combats. Je te parle d'expérience en âge, d'apprentissage de la vie de combattant, et surtout les adversaires qu'il a affrontés dans sa carrière aussi. Teixeira, ils ont tous passé. Là. Donc, je pense pas. C'est ça qui a fait la différence dans le combat. C'est le gatekeeper par excellence à 205 livres. Si tu es capable de passer par-dessus Glover Teixeira, tu vas... Moi, je dirais pas que c'est un gatekeeper, parce qu'il n'y a pas un combattant qui veut se faire dire ça. Je sais pas s'il nous écoute. Non, je pense pas. Mais tu as raison, par exemple. C'est ça pareil. La révélation de la fin de semaine. Tristan Connolly contre Michel Pereira. Quelle histoire. Quelle histoire, parce que ce gars-là, c'est un gars du BC, de la région de Vancouver, qui est arrivé à la dernière minute, qui a réussi, qui a remplacé un gars qui était blessé. Un Russe, c'est ça, blessé. Et là, personne n'y donne une chance contre un gars qui a un style... Si vous ne connaissez pas Michel Pereira, le Brésilien, il a un style... Échevelé, c'est un euphémisme. Ce gars-là se bat... Vous avez sûrement... En fait, si vous nous suivez, vous... C'est comme quand tu joues à un jeu vidéo de combat puis tu pèses tous tes pitons en même temps. Ouais, c'est exactement ça. Mais tu sais, le gars, il a fait deux backflips, là. Je veux dire, dans le combat. Dans le combat. Pas avant dans la présentation. Non. Dans le combat. Là, j'ai regardé Jean-Paul, j'ai dit, qu'est-ce qu'on est supposé dire? Je suis supposé décrire quoi, moi, là-dessus? Ça avait juste pas de bon sens, là. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gens qui... J'ai adoré ce combat-là, honnêtement. Là. Puis Connolly, t'es bon parce que pour un gars qui a peu d'expérience... Qui se bat à 155 d'habitude. Qui se bat à 155 d'habitude, et là, il était à 170, c'est ça? Il était tout petit. Là. Il était vraiment plus petit. Ben oui. Et puis, a réussi à garder son calme. Et puis, tu sais, je veux dire, la foule, il était chez eux en plus. La foule était en délire. Tu sais, tout était... Tu sais, c'était gros pour lui, là. Mais non, tu sais, il a réussi à rester dans sa bulle, a fait preuve de beaucoup de sang-froid, a réussi à amener, même s'il était plus petit, a réussi à tenir son bout au sol contre Pereira. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que Pereira a commencé à s'énerver direct en partant. Oui, mais ça, c'est son problème. Il a essayé plein d'affaires et clairement, il a manqué de gaz. Oui, mais ça, c'est son problème. Je veux dire, il faut lever notre chapeau à Connolly qui est resté calme là-dessus. Parce que, je veux dire, tu t'attends jamais à ce que le gars avant toi fasse des backflips, puis là, tu es sur le dos, puis il te fait un backflip, ça essaie de te faire un backflip dessus. What the hell, qu'est-ce que c'est ça? Sauf que ce gars-là, là, une semaine, là, c'est un inconnu. Ouais. Aujourd'hui, là, tout le monde le connaît. Tout le monde sait qu'il a gagné au UFC. Il a gagné au UFC. Puis il a fait 100 000 $ de bonus. V'là une semaine, ce gars-là était vraiment cassé là, en faisant des combats. Je ne sais pas s'il faisait d'autres choses, mais je te parle au niveau combattant.
faisait pas une scène, là, v'là une semaine de ça. Là, il revient, sort de là avec sa bourse de gagnant, sa bourse, en plus 20 de la bourse de son anniversaire parce qu'il a manqué le poids, plus 100 000 $ de bonus. Parce que, Wow, quelle histoire! parce que Pereira avait pas respecté la limite de poids de 155 livres. 170. Ah oui, c'était à 170, c'est ça. Et puis, et ça a été, avec raison, nommé combat de la soirée. Donc, normalement, chaque combattant repart avec 50 000 $. Sauf que vu que Pereira n'avait pas réussi à faire la limite de poids, ben, c'est pas éligible. Et pas éligible au bonus, c'est Connolly qui ramasse la totale. Donc, Ouais. Puis on faisait pas ça avant, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes des médias, beaucoup de plaintes, parce qu'avant, on donnait juste un 50 000 au gars qui gagnait le combat de la soirée. Puis là, tout le monde était, ouais, mais vous êtes supposé donner 100 000 anyway. Vous êtes supposé donner 4 bonus de performance, pas 3. Donc là, s'il en enlevait un, ben, il en donnait juste 3. Fait que là, il y a beaucoup de plaintes là-dessus. Puis là, finalement, ben, on le donne, mais si tu ne fais pas le poids, ben, tant mieux, tu le donnes aux deux même. De toute façon, tu l'aurais donné à l'autre pareil. Fait que donne donc au gars qui a fait le poids puis qui a fait des sacrifices pour faire le poids. C'est ça. Fait que vraiment content pour Connolly. Tant mieux pour lui, ça. Tant mieux pour lui. Et comme tu dis, il est maintenant connu. Il va être replacé sur des cartes. T'sais, il s'est mérité un contrat, c'est sûr, avec l'UFC. Ben oui, j'ai hâte de le voir à 155. C'est ça, dans sa vraie catégorie de poids. Donc, un gars qui montre beaucoup de cœur, beaucoup de sang-froid. Et honnêtement, bonne technique, c'est ça, au sol. J'ai trouvé qu'il s'est vraiment bien débrouillé. Ben, même debout, dans à peu près tous les aspects. Là, c'est parce que c'est dur à évaluer face à un gars comme Pereira qui il donne n'importe quoi. Là, fait que c'est dur d'évaluer la qualité technique de Connolly, mais en général, impressionnant comme performance de son côté. Yeah. Uriah Hall contre Antonio Carlos, pas grand-chose à dire non plus. Hall a survécu, a gagné les 2 premiers rounds. Le premier était très serré, si je me rappelle bien. Il n'a pas gagné ce combat-là. C'est un vol. Ah ouais, OK. Oui. Clairement, le 3e round était... Mais clairement, le 3e round, il le perdait. Là. Il a passé le 3e round sur le dos. C'est ça, c'est dur. C'est lui qui a porté les meilleurs coups, les coups les plus puissants. Là, Antonio Carlos, les genoux ont plié à quelques reprises, mais c'est ça. C'était plus au 2e round. Le 2e round, je vais le donner à Hall, mais le premier puis le 3e. Là, le premier, tu le donnes à. Ben oui. Il a passé dans le dos, puis il est resté quasiment 2 minutes dans le dos en backpack. Là, en tout cas, c'est ça. Hein? Quand tu vas dans la décision des juges, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Donc, il y a eu plusieurs combats quand même serrés. C'est ça, des fois, les juges, j'aurais pas aimé être à leur place. On y arrive à notre fameuse... Oui, mais il y a des juges, là, ben, je me souviens plus c'est quel combat, mais il y a un juge qui a donné 30-27 d'un bord et 30-27 de l'autre bord. Ouais. C'est arrivé la semaine passée aussi. J'ai de la misère à comprendre. Là. Je me dis, tu regardes où? Je veux bien croire que c'est serré, mais à maintenant, tu peux pas être complètement dans le champ d'un bord ou complètement dans le champ de l'autre bord. C'est arrivé, c'était Barboza contre Felder, c'est ça. Il y a 2 semaines. Bon. C'est sûr que quand il y a des disparités comme ça au niveau des cartes des juges, c'est louche, mais bon. C'est ça. On y arrive à notre cravate péruvienne. Gracieuseté de Misha Cirkunov, le Canadien d'adoption, qui avait bien besoin d'une performance comme ça, lui, pour la suite des choses. Explique-nous. Hey, écoute, qu'est-ce qu'il a fait? C'est tellement difficile d'expliquer sans image, mais ça s'appelle la Peruvian Necktie. C'est seulement la 2e fois qu'on passe cette soumission-là à l'UFC. CB Dalloway l'avait passé en 2008. C'est un étranglement, dans le fond, qui se fait quand notre adversaire est à 4 pattes. Donc, on va chercher la tête, on passe une jambe par-dessus et on est capable d'exécuter un étranglement de la sorte. C'est ultra rare parce que le taux de réussite de ce genre de soumission-là n'est pas très, très élevé. Parce que si tu manques cette soumission-là, quand tu passes ta jambe, il faut que tu t'assoies. Donc, si la tête glisse, ben, tu es rendu sur le dos et tu as donné une position gratuite. Avantageuse. Tandis que si tu restes sur le côté, lui est à 4 pattes puis tu le frappes, ben, tu restes dans une position dominante. Donc, il faut que tu sois sûr et certain de maîtriser cette soumission-là quand même. Là. Mais aussitôt que c'est passé, oublie ça, tu ne peux pas te sortir de ça. C'est fini. Aussitôt que tu repasses ton autre jambe par-dessus dans le dos, c'est terminé. Il faut que tu réagisses pendant la motion de la soumission. Donc, si je comprends bien, et là, je vais essayer évidemment expliquer sans image, là, c'est comme si tu prenais le coup de ton adversaire qui était 4 pattes devant toi et tu mets tes 2 jambes dans son dos, c'est ça? Tu mets une jambe par-dessus sa tête puis l'autre jambe par-dessus le dos. Puis là, tu pousses avec ta jambe, sa tête,
puis tes bras sont en dessous de son cou. Tu tires avec tes bras, puis tu pousses avec ta tête. Donc, ça fait un étranglement comme ça. C'est un étau, dans le fond, que ça ferme. Là. Donc, le fait que, là, c'était contre Jimmy Crute, le fait que Crute est comme monté à la verticale... C'était la bonne chose, sauf que Cirkunov, il est allé mettre sa jambe en arrière du dos pour éviter qu'il continue à tourner. Donc, il l'a gardé dans la bonne position, puis c'est pour ça qu'il n'a pas été capable. Parce que soit que tu roules rapidement sur toi-même, puis là, il n'est pas capable de mettre sa jambe par-dessus, ou soit tu fais juste rentrer ton menton, puis la tête va glisser. Sauf que si tu ne connais pas, cette soumission-là, tu ne sais pas quoi faire. Mais je veux dire, c'est tellement serré, puis Cirkunov est tellement fort physiquement. Quand il a passé sa jambe, là, il ne devait plus rester grand espace pour enlever ta tête de là. Non, c'est ça aussi. Là. Très puissant. Michel Cirkunov, ça c'est clair. Et devant la foule canadienne en plus, là, je vous le disais qu'il y avait bien besoin de cette soumission-là. Et puis c'était un combat serré aussi, hein, parce que les deux s'échangeaient des positions. C'était vraiment... Exact. Puis une autre affaire, là, moi je trouvais ça plate pour Cirkunov. C'est la deuxième fois dans l'histoire qu'on voit une soumission de même, puis on lui donne pas de boni. C'est vrai, hein? Ça, pour moi, je trouve ça vraiment poche. Peut-être, par exemple, on a déjà parlé des bonis qui sont donnés en arrière des rideaux. On reçoit un chèque chez nous à un moment donné. J'imagine, je le souhaite en tout cas, qu'il va recevoir un petit quelque chose. Le gars, il passe à l'histoire. C'est la deuxième fois seulement dans l'histoire du UFC. Là. Ça fait 30 ans que ça existe, qu'une soumission est passée de la sorte. Il y en a eu un. Performance de la soirée. Cirkunov? 50 000 à Cirkunov, ouais. Ah, OK, bon, mais j'avais mal lu. Tant mieux mais là, je vois pas ici que Connolly a eu combat de la soirée. J'imagine qu'il y a une erreur. Là, mais il y a une erreur. Parce qu'il doit avoir... D'habitude, c'est ça. Il y a 4 bonnies de performance. Donc, les deux à Connolly, un à Gaethje et un à Cirkunov. Ça ferait 4, par contre, si Cirkunov en a eu un. Moi, je pense qu'il n'y en a pas eu. J'ai vérifié. Là. OK. Puis c'est pour ça que j'étais comme outré de ça. Oui, t'as raison. T'as raison. Comme tu dis, c'est ça. Ça arrive tellement pas souvent. Puis c'est une technique. Parce que même ce que tu me disais avant qu'on commence l'enregistrement, et je vous disais qu'il était fort parce que Pat, en ondes à RDS, a tout de suite reconnu le Peruvian necktie, la fameuse cravate péruvienne, mais apparemment que les analystes anglais, dont Daniel Cormier, John Anik, c'est ça que François Lemay n'ont pas réussi à... François Lemay, qui est le réalisateur, là, il est en arrière. Il disait sérieusement, même les Anglais, il a fallu qu'ils se reprennent parce qu'il n'a pas dit la bonne chose. J'ai passé pour un génie. Je me suis levé à la main, je me suis tapé moi-même dans la fête, et tant mieux. Mérité à passer. Yes. Donc, pour terminer là-dessus, comme je vous disais, je suis arrivé un petit peu en retard. Donc, Pat, j'ai besoin de ton aide. Cole Smith, Brad Katona, 2 Canadiens qui ont perdu. Katona, je regardais les cartes des juges. Par contre, ça a été une décision partagée. Ou en tout cas, ça a été une décision serrée. Puis il y a plusieurs journalistes qui ont donné la décision à Katona. Est-ce qu'il y a eu des vols à ce niveau-là? Moi, je pensais, vu qu'il est Canadien, je pensais que ça allait être de son côté parce que ça allait être serré. Mais il n'y en a pas un des deux qui a assez fait pour pour être déçu de la décision. Tu peux être déçu d'être perdu, mais c'est pas vrai qu'il y en a un des deux qui en a fait un plus que l'autre. Peut-être une vision d'un juge qui a vu quelque part quelque chose que, OK, on va donner la ronde à lui. Mais ça a été je m'attendais beaucoup une meilleure performance de Katona suite à sa première défaite. C'est ça, parce qu'on en parlait dans l'épisode de la semaine passée quand on mettait la table. On était curieux de savoir comment il allait réagir, là, parce que c'est ça, il était invaincu, il a perdu à son dernier combat. À 135 livres, il était pas reconnu comme un espoir de premier plan, là, mais il avait démontré de belles choses. Donc, malheureusement, il n'en a pas fait assez pour l'emporter. Cole Smith, lui, il s'était autoproclamé le meilleur aussi à 135 livres dans des entrevues d'avant-combat. Puis, je pense que lui, il en est à sa 3e défaite de suite. Là. Donc, il est 0-3 à l'UFC. C'est moi qui est dans le champ. Cirkunov, il y en a eu un bonus. Tant mieux, je suis content. Ça me met en paix avec moi-même. Je vais pouvoir dormir un soir. Je serai plus fâché. Tant mieux. J'avais lu une autre personne, mais tant mieux. Donc c'est ça. Les bonnes performances. Gaethje, Cirkunov et 2 fois. Et 2 fois, exactement. Tristan Connolly. L'UFC part de Vancouver, s'en va du côté de Mexico City. Donc, Mexico, ce samedi. Carte en intégralité présentée sur les ondes de RDS2 ce samedi. Carte préliminaire de 18h, carte principale de 20h. Le combat final de ce gala-là mettra aux prises Yair Rodriguez, qui va se battre chez lui au Mexique, contre Jeremy Stephens, le vieux routier. Yair Rodriguez,
Je pense que lui, s'est pas battu depuis son fameux KO là, contre Korean Zombie. Oui, exactement. Une performance, ça a été. Ça va faire un an. On a quasiment un an, en novembre 2018. C'est vrai, ça va faire déjà. Oui, parce que c'est ça, c'était juste avant le changement d'année. Ouais. On est déjà au mois de septembre, donc ça fait pratiquement 10 mois qu'il ne s'est pas battu. Qui perdait ce combat-là, Il by the perdait way. un combat relativement serré, mais la plupart des gens avaient le Korean Zombie gagnant. Et là, il restait une seconde. C'est pas compliqué. Il restait. Écoute, le move de l'année 2018, on s'entend, là. Puis tout le monde, au début, il était chanceux. Regarde ça, il n'avait pas été chanceux. Tu vois que c'est, entre guillemets, planifié, ce coup de coude-là, mais il l'a essayé. Il l'a essayé beaucoup de fois. Il l'a essayé en entraînement. Puis à un moment donné, ben là, il a vu qu'il restait 1 seconde au combat. 5 rounds, 1 seconde. 4,59 du 5e round. Pac! Passe un coup de coude. De toute beauté, un timing parfait. C'est ça, j'allais dire. Écoute, c'est un move incroyable. Puis, tu sais, Yair Rodriguez face à Stephens, ben, c'est la bagarre du technicien face à une puissance incroyable. Stephens, lui, il lance des roches des deux mains, il avance, puis il est capable de prendre un coup. Là. Il est capable de prendre un coup. Ça va être intéressant. Rodriguez travaille beaucoup en volume également, peut-être un peu plus échevelé comme style que Stephens, qui lui va être un petit trapu, là, puis il va quand même se mettre devant toi, puis il va. Un peu à l'image de Gaethje, peut-être, lui aussi capable de prendre des coups pour en donner. Là. Il est habitué d'être dans des guerres. Ouais. 2 défaites de suite, Jeremy Stephens. C'est ça qui arrive, mais c'est un vieux routier, là, donc il est capable de. Oui, je pense qu'il est 500 à l'UFC. Il est 15-15 à l'UFC. Ça. Mais il n'a jamais donné de victoire facile à ses adversaires. Ben non. Tout le monde a dû, contre Jeremy Stephens, tu sais que tu as des chances de le battre. C'est pas le meilleur. Tu vas avoir mal à la fin. Mais peu importe, là, tu payes le prix. C'est ça. Ce sera jamais une balade dans le parc. Donc, c'est le combat final de ce gars-là. Ça se passe à 145 livres, évidemment. Donc, Yair Rodriguez, ça va être une autre occasion pour lui de continuer à gravir les échelons de cette division-là, des poids plumes. En demi-finale, chez les 115 livres féminins, Carla Esparza contre Alexa Grasso. Grasso qui revient d'une belle victoire contre Karolina Kowalkiewicz au mois de juin. Plus belle performance de sa carrière. Elle avait connu des hauts et des bas là, depuis ses débuts à l'UFC. Oui, ben elle avait connu des hauts et des bas à cause, je pense, de son attitude. Elle était super jeune. On la voyait déjà. Elle se voyait déjà championne du monde. Je pense qu'elle elle avait un petit peu de difficulté à retomber sur terre. Et là, finalement, quand elle a perdu face à Felicia Herrig, elle est revenue avec une belle victoire par décision partagée. Mais Tatiana Suarez l'a complètement dominée. Mais encore une fois, revient, comme tu dis, Karolina Kowalkiewicz, elle s'est déjà battue pour le championnat du monde. Elle l'a battue, donc ça lui a redonné beaucoup de confiance en elle. Ouais, et contre Carla Esparza, qui elle aussi, on l'oublie, mais Carla Esparza a déjà détenu la ceinture des 115 livres, la première championne. Donc, effectivement, depuis ce temps-là, son étoile a un peu pâli, mais un autre, après Kowalkiewicz, une autre vétérane là, pour Alexa Grasso, voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire dans cette division de poids. Un combat que j'ai hâte de voir parce qu'on a souvent parlé des 125 livres là, chez les gars, les poids mouches. On en parlait il y a quelques mois en se disant c'est la fin, c'est la fin. Et là, il y a une espèce de renaissance là, des 125 livres. Et là, il y a Brandon Moreno contre Askar Askarov. Moreno qui revient. Qui est un Mexicain qui revient il avait été libéré par l'UFC et là a été re-signé. Retour à l'UFC pour lui. Et là, il va affronter un gars qu'on ne connaît pas, mais Askar Askarov, c'est un champion des 125 livres depuis quelques années maintenant dans une organisation russe. Donc, bien hâte de voir, de découvrir ce combattant-là, voir s'il peut brouiller les cartes à 125 livres. Je trouve ça bizarre qu'on ait libéré Moreno, pour vrai. C'est un gars qui est ultra charismatique. Le monde l'aimait. Il y a eu 2 décisions. Il a perdu par décision les 2 fois contre Pantoja et Pettis. Et moi, quand on l'a mis dehors, je pensais, OK, les 125 livres, là, on essaie d'éliminer du monde, comme tu disais. Là, on le ramène. Puis, sérieusement, on a besoin des gars comme ça chez les 125 livres si on veut garder la division. Pas à cause que c'est une super vedette, pas à cause qu'il y a un bon talent, mais parce que c'est un gars qui est charismatique. C'est un gars qui va attirer les regards vers les 125 livres parce qu'il est tout le temps sourire dans le visage. Il parle à tout le monde. C'est un des favoris de la foule aussi. Donc, on avait besoin de ça.
Donc, ça va être. Mais comme je vous dis, le russe m'intrigue beaucoup, Askarov. Hâte de voir ce qu'il peut faire, s'il peut venir justement s'insérer là, dans un. Parce que on le rappelle, c'est une division où il n'y a pas beaucoup de combattants non plus. Donc, lui, il est 10-0 et lui, il les a tous terminés avant la limite. C'est ça, exact. Il n'a jamais vu les cartes des juges. Arrive à l'UFC avec un très bon CV. S'il est capable de coller quelques victoires de suite, ça peut être assez rapide où on va pouvoir lui donner une chance. Mais bon, il devra passer par Moreno. Il devra passer à travers Moreno avant toute chose. Donc, un bon défi pour lui en partant à son arrivée en Amérique du Nord. Il y a un Canadien sur cette carte-là, Kyle Nelson, un gars d'Ontario, contre Marco Polo Reyes. Donc, Kyle Nelson aussi qui est à la recherche de sa première victoire. Il y a 4 combats de filles, cette carte-là. 4 combats de filles? 4 combats de filles, il y en a beaucoup. C'est bien. Ah oui, ça dépend, là. Ça dépend à qui. Betch Correa, je ne suis pas un grand fan. Ta préférée. Ouais, on verra bien. Donc, c'est cette carte-là. Manquez pas ça, c'est la semaine prochaine sur les ondes de RDS2 dès 18h. Actualité hors martiaux mix. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. On n'en a pas parlé la semaine passée. Je ne sais pas si ça avait été annoncé officiellement, mais Steven Thompson va être sur la carte du Madison Square Garden contre Vicente Luque. Je trouve que c'est un super bon combat sur papier. Et cette carte-là, qui va mettre bien sûr en vedette Nate Diaz contre Jorge Masvidal, ça commence à être très intéressant. Et Kelvin Gastelum aussi sur cette carte-là contre Darren Till. Donc, hâte de voir. Thompson, la dernière défaite contre Anthony Pettis lui a fait mal. KO dévastateur, mais je l'adore comme combattant. C'était le problème avec Thompson maintenant. Quand il est arrivé à l'UFC, il avait un style tellement unique, flamboyant. On a eu beaucoup de difficultés avec les années à s'habituer à son style. Maintenant, on le connaît. Donc, il va falloir je pense s'il veut revenir, je veux dire, en haut, il est encore en haut, là, mais s'il veut rester en haut encore une couple d'années, je pense qu'il va falloir qu'il soit capable d'ajouter quelque chose à son style pour modifier, parce que si à un moment donné, ton adversaire comprend trop ton style puis ça marche plus, puis rendu au deuxième round, il faut que tu sois capable de switcher, puis au pire, il faut que tu changes de stratégie ou tu surprends ton adversaire. Puis c'est ça, les arts martiaux mixtes aujourd'hui. C'est une question de surprendre ton adversaire. Tout le monde s'entraîne de la même façon. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Il faut que tu sois capable d'amener quelque chose que ton adversaire ne s'attend pas. Donc là, il a pris le temps pour se remettre de ce dernier KO contre Pettis. Bien d'avoir un favori de la foule, un gars super sympathique, Steven Thompson. Donc, il va faire son retour au mois de novembre contre Vicente Luque. Récemment, Zabit Magomedsharipov contre Calvin Kattar. Ça devait avoir lieu à Boston. Magomedsharipov s'était blessé. Et là, ça a été déplacé 3 semaines plus tard, le 9 novembre, en Russie. Donc là, plutôt que pour Kattar, qui devait se battre chez lui à Boston. Et là, c'est ça. En passant, c'est plate. On est désolé, mais tu vas te rebattre après ça dans Gueule du Loup en Russie. On va te dire, là, c'est sûr qu'il n'est pas. Bon, il s'en va en Russie. Je ne sais pas s'il voulait aller en Russie une fois dans sa vie, là, mais là, il va y aller. Ça va être une expérience, c'est ça. De quoi, tu te bats chez vous devant ta foule, tes amis, tu dors chez vous dans ton lit, t'es bien. Non, t'es dans ton élément. Puis là, on s'entend, c'est pas une blessure. Tout est contrôlé. On a rebooké ce combat-là 3 semaines après. Pas une grosse blessure. Là. Je pense que c'était Allen, sauf erreur. Là. Allen. Je pense que tu es journaliste sportif depuis assez longtemps que tu sais qu'une blessure Allen, là, ça prend plus que 3 semaines de se réparer. Fait que je trouve ça bizarre un peu, cette blessure-là. Et on rebook chez eux en plus. Ouais. Quand on sait que l'UFC, ça fait des années et des années qu'on essaie de percer le marché russe. Et là, Zabit Magomedsharipov, qui est la star montante de la Russie après Khabib, on l'envoie là-bas. Écoute, je dis pas qu'il y a un complot. Je dis juste que moi, je trouve ça vraiment bizarre. Le timing est un petit peu particulier. C'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, bonne chance, M. Kattar. Mais ça va être un super bon combat parce que c'est deux gars, deux rising stars, 2 vedettes montantes chez les 145 livres. Donc, ça va être intéressant. Je pense que les fans... Les durs de dur ont très hâte de voir un duel entre ces deux gars-là. Autre nouvelle, Gilbert Burns qui va remplacer Thiago Alves. Je pense pas que ça a été officialisé, là, mais c'est selon, je pense que oui. C'est selon ESPN. En tout cas, ce serait fait. Là. Gilbert Burns, à la dernière minute, à 2 semaines d'avis, qui va le remplacer Thiago Alves contre Gunnar Nelson à Copenhague. Ça, c'est le gars-là. Pas cette fin de semaine, l'autre, donc du 28 en Europe. Gilbert Burns qui est à la rescousse. Puis il y a d'autres affaires sur Magomedsharipov et Kattar. Là. Pour Kattar, là, de 1, il ne se bat plus chez eux. De 2, il se bat sur une carte qui n'est même pas présentée. C'est une carte qui est présentée seulement sur Fight Pass. Ouais.
Hey, tu vois, il perd dans tout. Lui. Il faut qu'il reste focusé. Dans des affaires comme ça, c'est super important de rester focus. Parce que sur le moral, là, c'est dur pour 14. Oui, c'est ça. Ben oui. Il passe vraiment d'une situation parfaite pour lui à une situation... Non, c'est ça. Tout est contre lui. Tout est contre lui, c'est ça. C'est vraiment le jour et la nuit. Ouais. Là, donc, mais il a accepté, donc chapeau. Ben non, on va sûr, lui là. lever notre chapeau là, pour ça. Donc, Magomed Sharipov, c'est ça, c'est la Rising Star. Imagine s'il passe par-dessus. Ouais. Pour lui, ça, c'est très oui. gros. Effectivement. On va finir l'émission sur une question d'un auditeur, en tout cas, j'espère qu'il nous écoute, mais il nous a écrit sur Twitter, Alexandre Chalifou, qui m'a demandé cette semaine si... Pat, Colby Covington, qui s'entraîne en Floride au American Top Team. Et c'est pas le genre de gars à se faire beaucoup d'amis dans les temps qui courent. Si justement à son gym, s'il devient trop une distraction à son gym, puis si ses partenaires d'entraînement ne veulent plus rien savoir de lui, notamment, je pense qu'il y a Dustin Poirier qui n'avait pas l'air d'être trop fin avec lui. Il a dit si on se croise au gym, fais attention. Même Masvidal à cette heure, tout le monde. C'est ça. Donc il dit si Covington ne peut plus s'entraîner en Floride, est-ce que ce serait pas une bonne chose que l'équipe du Tristar à Montréal le fasse venir et pourrait s'entraîner notamment avec Georges Saint-Pierre au cas où Georges devrait affronter Khabib Nurmagomedov. On sait que Covington est un très bon lutteur, donc comme partenaire d'entraînement entre guillemets pour Georges Saint-Pierre. OK. Là, on va mettre quelque chose au clair. Aujourd'hui, Georges passe à travers Covington au niveau de la lutte. Je ne veux pas dire les deux mains dans les poches, là, mais à 100%. J'ai aucun doute là-dessus. Deuxièmement, c'est pas le même style de lutte. Covington, c'est un lutte américain. Okay? C'est de la lutte américaine. C'est du power wrestling. C'est du grounding contre la cage. C'est juste du double leg, puis du double leg, du muscle wrestling. Toujours. On fait un double leg, ça marche pas. On va faire un double leg, ça marche pas. Hey, j'ai une bonne idée. On va faire un double leg. Tu comprends? Ils sont entêtés sur le muscle wrestling. Puis c'est juste une épreuve de force. Exact. Puis grounding, puis épuiser ton adversaire. La lutte de Khabib, là, c'est de la lutte ultra technique. C'est de la lutte qui va prendre une jambe, va travailler sur une jambe, chest pressure, va faire des transitions dans le dos. C'est technique incroyable. Et Georges, c'est exactement la sorte de lutte qu'il fait. Il a lutté toute sa vie avec des Russes, avec David Zibelman et Victor Zibelman, l'équipe nationale de lutte. Georges n'a pas besoin de Covington pour améliorer sa lutte. Là. Il s'entraîne avec du monde qui sont allés aux Jeux olympiques. Là. David Zibelman, Guillaume Saoui. Il s'entraîne avec des gars qui s'en vont aux Olympiques bientôt aussi au niveau du Canada. Georges n'a pas besoin de Covington. Et surtout, quand tu n'as pas de pomme pourrite autour de toi, tu ne vas pas en chercher une pour en mettre une dedans pour qu'ils pourrissent les autres. Tu comprends? Fait que, genre, non, ça n'arrivera pas. Et j'espère que ça n'arrivera pas. Puis, de un, parce qu'il n'en a pas besoin. De deux, je pense que Firas est assez intelligent pour ne pas rentrer ce gars-là dans son gym parce que présentement, il y a un gym où tout le monde s'entraide et tout le monde aime représenter le TriStar. Et de trois, Covington, ATT, c'est son équipe. Lui, là, il disait à tout le monde, je suis rendu le capitaine d'American Top Team. C'est American Top Team qui m'a amené ici. Je représente American Top Team. Je suis au-dessus de la mêlée. Les autres sont tous en bas de moi. Ils m'écoutent. C'est moi, American Top Team. Fait qu'American Top Team, il l'a tatoué dans le cœur à Covington. Mais pour répondre à ta question, absolument pas. Covington pourrait jamais aider Georges au niveau de sa lutte. Là. Georges passe à travers, même aujourd'hui. Ce que j'avais expliqué à Alexandre sur Twitter, et corrige-moi si je me trompe, c'est que la journée où Georges va se préparer pour un retour, ça sera vraiment pas un problème pour lui. Activement là, pour un retour, parce que là, on parle de Khabib contre Georges, mais c'est purement hypothétique. C'est un rêve. Là. On est loin de ça encore. Mais si un jour ça devient réalité et doit se préparer pour un retour, Georges n'aura pas de difficulté à se trouver des partenaires. Il n'a pas peur de payer, de sortir de l'argent de sa poche pour faire venir du monde de partout dans le monde, ou de lui-même. Il voyage beaucoup moins qu'avant pour aller s'entraîner. Il préfère faire venir les gens ici pour que lui en profite au TriStar, mais pour en faire profiter également ses coéquipiers. Ouais, pour dormir chez vous. Pour dormir chez vous. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Rester dans ton élément et tout ça. Ça n'a jamais été un problème pour lui. Donc, s'il choisit Covington... Il ne choisira pas Covington. Bon, ça n'arrivera pas. Mais ça je veux dire... C'est un bon lutteur, Covington. J'ai pas dit que c'est pas un bon lutteur. Mais c'est une lutte trop différente de... De un, c'est trop une distraction par l'aide qui est. Et de deux, il n'y a pas les qualités athlétiques au niveau de la lutte pour améliorer Georges pour se battre contre un gars comme Khabib. C'est deux styles de lutte complètement différents.
Fait que il n'y a pas de value à Georges à faire venir Covington dans son équipe. Et l'autre chose que j'avais dit à Alexandre, c'est que tout le monde est le bienvenu là, au Tristar. Là. Kevin Lee était déjà allé, il est retourné, il est là présentement, il est à Montréal. Kevin Lee, c'est pas nécessairement le gars le plus humble non plus de l'UFC ou des arts martiaux mixtes, mais quand il vient au Tristar, ben, il vient pour travailler, puis je pense pas qu'il y ait une distraction. Et le Tristar va accepter tout le monde. Tant que tu veux travailler, puis que tu veux travailler dans le sens du monde, puis tu veux aider les autres, puis tu veux aider l'équipe. Donc, si Covington demande à Firas Zahabi ou à Georges Saint-Pierre, messieurs, est-ce que je peux venir m'entraîner avec vous? Je pense que vous êtes capable de m'amener à un niveau supérieur. Si ça arrive. On parle pas du mec Covington, toi et moi. Là. Non, moi, je te dis que s'il veut venir, il va falloir qu'il marche dans le rang. Et là, est-ce qu'il est prêt à faire ça? Je veux dire... marche dans le rang. Je pense que le monde qui vient au Tristar, c'est parce qu'ils savent à quoi s'attendre. C'est ça. C'est une équipe qui est bien structurée, avec un entraîneur en chef qui a de l'expérience, qui sait de quoi il parle et qui a des partenaires d'entraînement. C'est pas parce qu'on les connaît pas que les gars qui s'entraînent là sont pas bons. Mais qu'il n'y a personne qui est plus gros que l'équipe non plus. Exact. Puis, me dire de quoi, là, quand les Kevin Lee, puis je pense Woodley est venu ici, là, nous autres, on les connaît, c'est des super bons combattants, puis c'est des bons lutteurs. Mais ils se font brasser en maudit au Tristar par du monde qu'on n'a aucune idée c'est qui. Parce qu'il y en a du monde qui sont ultra bons puis qu'on ne sait pas c'est qui. Puis Georges s'entraîne notamment là, 90% du temps avec des inconnus. Des inconnus qui l'ont réussi à l'amener à un autre niveau. Fait que ça, il faut que tu comprennes ça aussi. Là. Ça. Tu ne t'entraînes pas avec quelqu'un qui est connu, nécessairement, tu vas devenir un bon combattant. Moi, j'ai bien beau aller patiner avec Wayne Gretzky, je ne jouerai jamais dans la Ligue nationale de hockey. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Ben, c'est exactement ça. Ben, le point que je voulais faire et que j'avais dit à Alexandre, c'est que bon, c'est que tout le monde est bienvenu au Tristar, c'est juste qu'il faut. Tu ne seras pas plus gros que l'équipe. Donc, est-ce que Covington est une personne qui, de un, voudrait se plier à ce régime-là et de deux, voudrait venir demander de l'aide à d'autres personnes? Non, effectivement, je pense qu'il a déjà parlé contre Georges. Il parle comme tout le monde. Non, c'est juste pour réenchérir sur le fait qu'il n'est pas le bien. Bref, Alexandre, merci pour ta question. J'espère que ça a répondu. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous êtes même hashtag UFCRDS, vous le faites durant les galas. Mais si vous avez une question, on va vous regarder aussi sur Twitter durant la semaine. On peut répondre à vos questions durant le podcast aussi. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter. Vous voyez nos noms de code Instagram à l'écran. Donc, n'hésitez pas, écrivez-nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre. On aime ça vous lire. À tout moment durant la semaine. Donc, merci d'être là. D'autres choses à ajouter? Non, je pense que ça fait le tour. Non, écoute, ça fait le tour. Moi, j'ai une chose à ajouter. J'étais en train d'oublier. 20 septembre. Ben oui, vendredi. 20 septembre, ce vendredi. Il reste des billets. Et pour vrai, il n'en reste pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup. Donc, dépêchez-vous. Vous allez avoir la chance de voir un combat d'exhibition entre Patrick Côté et Hugo Girard, l'homme fort. Donc, juste ça, c'est intéressant. Mais combat de boxe. Combat de boxe, exact. Mais surtout voir une panoplie de combattants de la relève. Il y a de la boxe, il y a des arts martiaux mix sur cette carte de New Era. Exact. Corinne Laframboise est là-dessus, c'est ça. Qui va combattre en arts martiaux mix. Il y a Mick Dufort aussi qui va combattre en arts martiaux mix. Il va y avoir 2 combats d'arts martiaux mix. Il y a quelques combats d'arts martiaux mix qui ont été annulés à cause de blessures. C'est dommage, mais c'est une carte de boxe professionnelle et on remet la lumière sur la boxe locale. La boxe locale revient à Montréal. Et dans le milieu de cette carte-là, qui est une vraie carte de boxe de New Era, eh bien, il y a une attraction spéciale, un combat de boxe entre moi et Hugo Girard. Et on fait ça pour le défi sportif Altergo, qu'on est porte-parole un peu moins par la bande, et Hugo qui est porte-parole du défi Altergo depuis 3 ans maintenant. Le défi Altergo, c'est la plus grande rencontre sportive multisport au Canada, qui ont des athlètes qui ont un handicap mental ou physique. Donc, c'est énorme. Il y a beaucoup de monde qui participe, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que ça existe. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les estrades non plus. Donc, nous, on veut mettre la lumière sur cet organisme-là et surtout, la moitié des recettes, je pense, ou même un peu plus, va être remis à la Fondation pour encore la faire éclore et la faire connaître. Et surtout, on veut que le monde vienne pour encourager les boxeurs d'ici parce que moi, en début de carrière, là, je me suis déjà battu devant des salles vides. Là. C'est plate en maudit, pour vrai. C'est vraiment, vraiment plate. Donc, si on est capable de venir, c'est au Centre Pierre Charbonneau. Vous pouvez trouver des billets sur ovation.qc.ca. Vous allez chercher l'espèce de lien, le lien
de New Era Promotion. Donc, achetez des billets là. Je pense qu'il y a 3/4, un petit peu plus que le 3/4 des billets de vendus. Donc, ça va être plein. Ça va être une super belle soirée. Donc, on vous invite en grand nombre. Puis, Hugo puis moi, on va se frapper. Puis, Donne un bon show. j'ai une bonne cible, en tout cas. J'ai une pas cible en avant de moi. Ouais, c'est ça. Ouais, si tu manques la cible, il y a un problème. Ah, écoute, il faut que je fasse autre chose. Il est immense. Il est immense. Et si vous avez manqué notre épisode de la semaine passée, belle entrevue avec Hugo Girard également. Donc, c'est encore disponible en ligne si vous voulez aller le télécharger. Télécharger au rds.ca/balado diffusion sur l'application de la RDS, Partout. sur l'application iHeartRadio, Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox. Bref, on est partout. Abonnez-vous. Dans la cage, peut-être bientôt, le podcast La Cravate Péruvienne. On verra. On verra. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec.